Alors donc, on continue maintenant. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est un peu là, comparer Protobuf avec XML. Donc, évidemment, l'avantage principal de Protobuf, c'est sa performance. Donc, on peut tout simplement expliquer ça par le fait que c'est un système, c'est un format d'encodage binaire, alors que XML, c'est un format d'encodage qui est lisible par un humain. Donc, pour que ça soit lisible par un humain, il faut utiliser des caractères, et chaque caractère prend un octet, alors que dans Protobuf, on peut aller encoder efficacement chaque au niveau des octets. On peut contrôler vraiment l'information et la compresser dans les octets le plus possible. Donc pour la même information, ici on voit là, que donc on obtient une réduction là, importante là, en termes de taille et aussi en termes d'analyse. Donc analyse, si on parle de parsing, c'est-à-dire combien de temps ça prend pour décoder ou même aussi encoder une information, un message, là, soit par XML, soit par Protobuf. Donc ici c'est convertir euh, le, le flux d'informations en octets, donc en caractères, et par la suite lire les caractères et reconstruire l'objet en mémoire vive. C'est beaucoup plus rapide de faire ça en protobuf qu'en XML. Ok, donc maintenant on va parler d'autres systèmes, on va dire des alternatives là, à Protocol Buffer. Donc le premier c'est Apache Thrift, et essentiellement Apache Thrift c'est la version open source de Protobuf. Donc si vous comprenez bien comment Protocol Buffer fonctionne, c'est pas mal la même chose que pour Apache Thrift. Il y a juste quelque chose de différent, là, on va dire des extensions ou des choses comme ça là, qui sont ajoutées là, au concept de base de Protobuf. Donc, originellement développé par Facebook, mais c'est maintenant là, un système open source, là, donc avec la licence Apache. Et donc, même chose, il faut un langage de définition d'interface, donc un IDL pour écrire les fichiers .thrift dans ce cas-ci, donc au lieu de .proto. Et l'autre chose, c'est le système là, euh, donc, est un peu plus flexible là, que Protobuf. Donc, Protobuf, c'est limité à un encodage binaire spécifique. Dans Thrift, on dit qu'il y a plusieurs types d'encodage binaire, donc on peut choisir le type qu'on veut. Et en plus de ça, on peut aussi convertir en JSON. Donc, voilà l'architecture. Donc, c'est très similaire à ce qu'on a vu auparavant avec Protobuf et SN1. Donc, notre fichier Thrift écrit en IDL va être. On utilise le cadriciel pour compiler du code dans le langage qu'on veut, soit Java ou C Sharp par exemple, et par la suite on peut utiliser notre fichier source pour encoder nos messages et décoder les messages. Donc voici quelques exemples de projets là, qui utilisent Thrift. Donc c'est vraiment l'idée essentiellement, la façon qu'on peut comprendre ça, c'est de dire que les gens suivent ce que Google fait, donc veut utiliser un encodage efficace comme Protobuf, mais quand c'est des compagnies qui ne sont pas Google, on ne peut pas utiliser donc, des choses propriétaires à Google. À ce moment-là, on va utiliser la version open source de Protobuf, donc la version open source, l'alternative à Google qui est Thrift. Et donc c'est ça qu'on voit ici. Donc c'est pas une coïncidence là, que Thrift est lié à Hadoop ici là. Parce que Hadoop c'est la version open source de MapReduce de Google qu'on va parler plus tard durant le semestre. Et donc en plus de donc essentiellement Hadoop c'est la version open source de MapReduce, donc on a besoin d'une alternative, un équivalent open source de Protobuf qui est Thrift. Donc c'est pour ça que Hadoop utilise Thrift. Donc plusieurs types d'encodage dans Thrift. Donc on va en parler de deux principalement. On va parler du protocole standard qui s'appelle le Binary Protocol, et on va parler aussi du protocole compact. Okay? Donc ici on a la table des types là, pour compact. Donc c'est similaire à ce qu'on voit là dans Protobuf, ok, sauf qu'il y a un peu plus de types là. Donc avant il y avait 5 types dans Protobuf. Ici, on en a 9. Et ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, on a séparé les entiers 16, 32 et 64. Dans Protobuf, il n'y a pas d'entier sur 16. Donc, si on ajoute ça, on a les strings, les booleans, les bytes. Donc, ça, c'est tous
des types qui sont différents, alors que dans Protobuf, certaines de ces choses sont regroupées ensemble. Donc ici, on les met dans des types différents. Ok, donc ici, je vous montre un exemple d'encodage en binaire. Ok. Donc, dans le protocole binaire de thread, donc imaginons que mon message ici, donc ici on revient avec le terme struct qui est plus commun, okay? Alors que dans Google, il utilise message, ici on appelle ça struct. Donc, struct personne, donc on a trois types de messages, trois types d'attributs, donc username, donc c'est le champ numéro 1, string, favorite number, c'est le champ numéro 2, il est optionnel, int64, et intérêt qui est une liste de strings en 3. Donc on voit là, c'est vraiment la même chose que dans Google, sauf que dans Google, les termes ne sont pas pareils, puis la façon qu'on écrit les termes, l'ordre est un peu différent. Donc, par exemple, dans Protobuf, c'est pas list string, c'est repeated. Okay? Optional c'est la même chose, puis les champs sont écrits à la fin avec un égal au lieu d'être écrits ici au début avec un 2 points. Là. Okay? Donc on a ça. Donc si je donne un exemple d'un encodage, donc bon, premier ici on a un string. Donc string, on regarde dans le tableau, c'est 8. Donc on écrit 8 dans le premier octet. Donc ici c'est le protocole binaire, c'est pas le protocole compact. Donc c'est un peu plus verbose. Là. Vous allez voir que c'est pas aussi efficace que le protocole compact, évidemment. Donc un octet pour définir le type. On a besoin de 2 octets pour définir le champ, le numéro du champ. Donc c'est le champ numéro 1. Donc ici on a 1 ici. Donc ça prend 3 octets pour les métadonnées, alors que dans Protobuf, c'était 1 octet qui était divisé en 5 et 3. Et on va voir là, dans le compact là, de quelle façon c'est divisé. Pour la taille de mon string, ça prend 4 octets. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment là, écrire des champs extrêmement longs là, avec une taille de 4 octets. Donc ici, j'ai quelque chose qui prend 7 octets. Donc ça prend beaucoup de zéros. Puis après ça, un octet qui est écrit 0,7. Deuxième champ ici, donc champ numéro 2 ici. Donc j'ai un certain chiffre, ok, puis imaginons là que donc dans le protocole binaire, les entiers sont de taille fixe, ok, donc un entier 64 ici va prendre 8 octets, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et là on écrit notre entier ici, donc 0,539 en hexadécimal. Donc vous pouvez faire la conversion pour savoir c'est quoi le chiffre en décimal. Et finalement ici pour la liste, donc j'écris donc le type 09 pour list, tag 3, et ici donc une fois que j'ai écrit ça, je peux écrire les 3 éléments un après l'autre. Donc ici donc j'écris 09 tag 3 pour dire que c'est le 3e élément, et après ça j'ai besoin là, de 2 champs de plus, ok, de 2 métadonnées de plus. Donc la première métadonnée c'est pour indiquer là, c'est quoi le type là, de chaque entrée dans cette liste. Donc c'est ici j'ai le type string, donc ça va être 11 en protocole binaire. Ici c'est le protocole compact, donc on ne peut pas se fier nécessairement là, à ce tableau là pour savoir, là, il y a un autre tableau pour les champs en BP. Donc, dans le protocole binaire, c'est 11 pour les strings, donc c'est 0B. Et combien d'éléments je veux, c'est exprimé en 4 octets, donc 0,000,002. Là, je peux décrire mes deux éléments. Donc, mon premier élément, c'est un string avec 7 octets, donc ça prend 7 caractères, donc ça prend 4 octets pour écrire la valeur 7. Et le deuxième élément a 8 octets, donc ça va prendre, je vais écrire 8 dans mes 4 octets de taille. Et finalement, il faut que j'écris un caractère là, de fin de structure qui s'appelle 00. Donc, un octet pour ça. Donc, cet encodage-là prend 57 octets. Donc, c'est pas l'encodage le plus efficace, mais c'est un encodage qui est général, qui est généreux dans, par exemple, le nombre de champs qu'on peut avoir, qui est généreux dans la taille de chaque donnée qu'on peut avoir. Donc, c'est pas le plus efficace, mais
c'est simple à comprendre. Okay? Donc ça, c'est 57 octets. Là, je vais vous montrer la même chose en format compact. Donc le format compact est beaucoup plus similaire au format de protobuf. Donc ici, pour les métadonnées, ça va prendre un octet chaque. Au lieu d'être divisé 5.3 dans protobuf, ça va être divisé 4.4 ici dans compact protocol. Et là, donc pour les strings, c'est comme dans protobuf, c'est délimité par la taille, donc il faut écrire la taille, mais la taille, ça prend juste un octet pour l'exprimer. Donc ici, j'ai 7 octets de taille, donc j'écris 0,7. Donc ici, deuxième élément, c'est un entier de 64. Dans le protocole compact, les entiers sont définis en variables. Okay? Donc dans le protocole compact, c'est des entiers en codage variable avec zigzag. Okay? Donc c'est ça qu'on utilise dans le compact protocol. Donc il n'y a pas de choix. C'est pas comme dans protobuf où tu as le choix de dire je veux encodage complément 2, encodage zigzag ou des choses comme ça. Ici, c'est juste tu dois faire ça en zigzag. Donc 1.3.7 en zigzag, c'est F2.14. On l'a déjà vu dans protobuf que c'était F2.14 en zigzag. Ici, c'est exactement la même chose. La façon que l'encodage zigzag fonctionne, c'est exactement pareil. Et finalement, pour la liste ici, donc ça c'est comment j'exprime que j'ai une liste avec le champ 3, donc c'est 39 pour exprimer ça. Et après ça, j'ai besoin d'un octet de plus pour la métadonnée qui exprime quel est le type d'information que je vais écrire et combien d'éléments je veux décrire. Donc ici, j'ai 2 éléments et j'ai type string, donc c'est 8. Dans le tableau, c'est 8 ici. Donc ça, c'est le tableau pour compact, c'est 8. Et donc 2 éléments. Donc ça, c'est une différence avec protobuf, parce que dans protobuf, il n'y a pas de concept de métadonnées pour décrire le nombre d'items dans ta liste ou tout ça. Puis tu n'as pas le concept de structure de liste là, comme structure qui est définissable dans ton tag. À la place, dans protobuf, si tu répètes là, des informations, les métadonnées là, pour chaque élément. Alors qu'ici, je peux définir ça, puis essentiellement, je peux sauver des octets ici là, que j'aurais dû écrire là, pour chaque entrée séparément. Ok, donc c'est ça. Et là, donc ici, j'écris la taille pour mon string, puis la taille pour le deuxième string, puis à la fin, il faut que j'écris 0,0 pour dire que ma liste est terminée. Ok? Donc, quand j'ai assez d'éléments dans ma liste, c'est plus avantageux d'utiliser un encodage Compact Protocol Thrift de liste que utiliser l'encodage repeated de protobuf. Donc je vous laisse là, faire le calcul pour décider à quel moment ça devient rentable d'utiliser le concept d'avoir un octet pour encoder la taille, le nombre d'éléments, puis un octet pour encoder la fin de structure. Donc ça devient 33 octets. Donc si on compare avec ici 57, donc c'est une réduction. Puis si on comparait avec protobuf, je pense que dans protobuf c'était 31. Ouais, voilà, 31. Donc protobuf est encore un peu plus efficace que le compact protocol pour cet exemple-là spécifique. Okay? Donc 2 octets de sauver dans protobuf. Mais c'est similaire quand même. Puis dans certains cas, peut-être que Thrift va être dans certains cas, peut-être que Thrift va être meilleur que protobuf. Okay? Donc, c'est pas tout à fait clair là, qui est le plus efficace entre les deux. C'est vraiment comparable. Donc, en termes d'encodage à taille variable, c'est exactement pareil. Okay? Donc, ça, c'est cet aspect-là ici, là, cet aspect ici, là, c'est exactement pareil que l'exemple précédent là, pour faire l'encodage de chiffres négatifs avec zigzag. Donc, on prend notre chiffre qui est le 1, 3, 3, 7. Et donc la méthode facile d'encoder ça, c'est de faire un groupe de 6 puis un groupe de 7. Et là, mon groupe de 6, je le mets dans le premier octet. Mon groupe de 7, je le mets dans le deuxième octet en Little Indian. Ça me laisse un bit réservé au début, qui est pour le 1 ou le 0, pour dire si c'est un octet qui suit ou c'est le octet terminal. C'est la même chose que dans protobuf. Et le dernier bit du premier octet, c'est mon bit de signe. Donc dans ce cas-ci, c'est plus 1, 3, 3, 7, donc c'est un 0. Si c'était négatif, ce serait 1 pour représenter que c'est moins 1, 3, 3, 7. Donc c'est ça. Et cette partie-là est évidemment pas pareille avec protobuf parce que les tables de type sont pas pareilles.
et la distribution n'est pas pareille. Ici, c'est 4 et 4 au lieu de 5 et 3. Ok, donc c'est ça avec Thrift, sinon c'est vraiment quasiment pareil, donc il n'y a pas besoin de parler plus que ça. Maintenant, on va parler de Avro, donc ça c'est un autre quadriciel avec un format d'encodage différent de Thrift et Protobuf. Donc c'est quoi la différence avec les deux autres précédents? L'idée avec Avro, ok, c'est la possibilité d'avoir un schéma dynamique. Ok? Donc, le désavantage avec Protobuf ou avec Thrift, c'est qu'il faut que j'écris mon fichier .proto, j'écris mon fichier .thrift, puis après ça, à partir de ça, je le compile, puis c'est ça qu'on utilise. Puis si plus tard j'ai besoin de faire une modification au format, là, j'ai besoin, par exemple, je sais pas, là, je dois ajouter un string, je dois ajouter un entier à ma structure, ben là, il faut que je change mon fichier proto ou mon fichier .thrift, je recompile, je redistribue la nouvelle version à tout le monde, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pas assez flexible. Okay? Donc si j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus flexible, c'est là que je peux utiliser Avro. Okay? Mais tout de même, dans Avro, il y a quand même le concept là, de schéma, okay, de fichier de base okay, pour le schéma, qui est le point AVSC. Donc ça, c'est l'équivalent du point proto puis du point thrift. Et donc, ça veut dire que j'ai mon propre langage de définition qui s'appelle Avro IDL. Okay? Bon, il y a par contre une alternative dans Avro qui est d'utiliser JSON aussi. Je peux utiliser JSON en tant que schéma. Okay? Et donc, c'est un quadriciel, donc c'est-à-dire que c'est un environnement avec du logiciel qui permet de compiler dans différents langages. Donc, dans le code Avro, ça compile en Java, C, C++, C#, Python et Ruby de façon officielle. Donc, comme j'expliquais, la différence principale, c'est le fait que, oui, je peux avoir un fichier de schéma de base, comme un JSON ou un Avro IDL, mais en plus de ça, je peux supporter du typage dynamique. Je peux modifier le schéma en temps réel, c'est-à-dire dynamiquement modifier le schéma et utiliser adapter l'encodage à ce moment-là. Okay, donc, on va regarder comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut changer, c'est quoi le coût d'avoir un schéma dynamique là, avec Avro. Donc, vous allez voir qu'il y a quand même un coût important à ça. OK? Donc, l'autre idée, là, donc Avro supporte les modifications. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est possible qu'il y ait plusieurs versions du même schéma qui sont utilisées là, en même temps. Là. Donc, on va voir là, que dans Avro, il y a une façon là, de transmettre les schémas là, dans le message lui-même là, pour pouvoir là, supporter là, des nouvelles versions du schéma. C'est pas comme dans le Java Object Serialization là, de la semaine passée, on avait dit qu'il faut utiliser des identifiants de sérialisation, puis si on n'a pas le même identifiant, ben à ce moment-là, ça ne fonctionne plus, puis c'est rejeté. Okay? Dans Avro, ça ne sera pas rejeté, on va avoir accès aux différentes versions, aux différents schémas, puis on va être capable de s'adapter à ce moment-là. Donc on va voir comment ça fonctionne. Donc en termes de structure, c'est pareil comme Protobuf, puis ASN1, puis Thrift. Donc on a notre fichier de base, on compile, puis on l'utilise dans nos projets pour faire nos messages. Et là, il va y avoir quelques différences que je vais expliquer plus tard. Bon, pour l'encodage lui-même, ok. Donc ici, il y a quand même des différences avec Protobuf puis avec Thrift. Donc, imaginons là, que ça c'est mon schéma de base. Donc ici, le mot-clé qu'on va utiliser, c'est record, c'est pas struct, c'est pas message. Personne, donc string, username, union, null long favorite number, okay, pour dire que j'ai un chiffre. Et array, string, interest. Okay, donc c'est pas super important pour le cours de savoir pourquoi c'est union, null, long, des choses comme ça. Là, puis c'est pas juste long, okay, donc ça c'est pas super important pour nous. Et là, donc ici vous allez remarquer que là il n'y a pas de concept là, de champ, de numéro de champ, des choses comme ça. Okay, donc c'est quelque chose qui manque à Avro. Donc là pour l'encodage d'un message spécifique ici, donc la façon que ça fonctionne, c'est qu'il n'y a pas de métadonnées. C'est plus là, similaire à XDR. Donc ça, dans XDR, c'était vraiment minimaliste. On ne déclarait pas les types de façon explicite.
c'est essentiellement la même chose ici. On ne déclare pas les types de façon explicite, on se fie là, au fichier, au schéma là, qui est indiqué. Puis vous allez voir pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire ça. C'est parce que dans Avro, essentiellement, il faut donner le schéma dans chaque message. Donc à ce moment-là, le schéma est donné en premier. Après ça, on donne l'encodage. Donc c'est clair, c'est facile pour le décodeur de d'abord lire le schéma, comprendre c'est quoi le schéma, puis après ça, lire cette information-là selon le schéma. Okay? Donc il n'y a pas de schéma partagé. Il n'y a pas nécessairement de schéma qui est partagé là, au préalable. Là. On ne suppose pas qu'il y a un schéma qui est partagé préalablement parce que des modifications sont possibles à faire là, sur le schéma de façon dynamique. Donc ça simplifie les choses pour l'encodage lui-même. Donc au lieu d'avoir les métadonnées, on a juste ici là, comme information la taille, okay, de l'information. Okay, donc c'est tout. Bon, il y a toujours un bit réservé ici pour le signe, okay, mais souvent c'est pas utilisé, là, c'est dépendamment du type d'information. Donc ça va, par exemple dans cet exemple ici, c'est tout en 0. Et là, donc avec la taille ici, donc on a 7 caractères, donc c'est 1, 1, 1. Dans les bits position là, 5, 6, 7. Donc si on combine ça ensemble pour faire un octet, ça devient 0E. Donc 0 c'est les 4 premiers 0, puis 1, 1, 1, 0 c'est E. Bon, ici on avait le Union Branch, ok, donc ça devient 0,2, puis ça c'est pour l'encodage du numéro lui-même, c'est entier variable avec zigzag, donc F214 c'est exactement pareil comme les exemples qu'on a vus pour le chiffre 1, 3, 3, 7. Pour les arrays ici, donc il faut indiquer le nombre d'éléments qu'on a dans notre liste, ok, donc 1, 0 en position 7 et 8, donc ça devient 0,4, et après ça la taille de chaque string ici en nombre de caractères. Et le 0,0 pour le end of array, même chose comme dans Thrift. Ok, donc comme j'expliquais, Avro, IDL puis JSON tous les deux sont supportés pour définir les schémas. Donc je peux à la fois écrire en Avro IDL ou l'écrire en JSON. Donc le IDL est un peu plus compact, là, c'est un peu plus performant. Alors que ça évidemment c'est le format JSON là, avec beaucoup de caractères là, de plus. Là. Ok, donc la façon normale de déclarer un schéma, c'est d'écrire son fichier de schéma et après ça de le compiler avec le quadriciel de Avro pour avoir là, notre code source ou notre code binaire qu'on peut utiliser pour encoder les messages. Et là, une fois qu'on a notre fichier de compilé, on peut donc définir notre objet, par exemple ici en Java, définir notre objet Java, ok, et après ça utiliser donc les différentes commandes ici, get schema ici avec le fichier là, le fichier Avro qui a été compilé ici là, pour pouvoir faire notre encodage là, de notre pardon, ce que je veux dire c'est utiliser ça, ok, avec le schéma là, qui est associé à notre utilisateur pour créer donc un fichier Avro qui est essentiellement ce fichier là contient notre encodage là, du message. Donc ça c'est un flux d'octets représenté dans un fichier qu'on peut envoyer de l'autre côté dans un socket par exemple, et à ce moment là on peut décoder, désérialiser le flux d'octets dans l'objet, reconstruire l'objet qui est l'objet Java original. Donc là ici on vient à la partie intéressante qui est comment est-ce qu'on peut changer le schéma de façon dynamique. Okay? Donc j'ai mon utilisateur, puis là je veux ajouter par exemple des éléments ici, donc je vais ajouter un nom, je vais ajouter un chiffre favori, ok. Donc à ce moment-là, je peux générer le schéma de façon dynamique, ça va être écrit là, dans le fichier, dans le message lui-même qui contient non seulement l'encodage de l'objet, mais aussi l'encodage du schéma. Okay? Et donc désérialiser ici va désérialiser le schéma et l'objet. Donc c'est tout pour Avro, okay? Donc c'est la seule différence, c'est le fait qu'on peut changer le schéma, puis à ce moment-là, le schéma va être inclus dans le fichier lui-même. Donc ici, c'est un sommaire de ce qu'on a parlé, là, les points importants qu'on a parlé en termes là, d'encodage d'entier à travers
nos différentes formats d'encodage binaire, donc Protobuf, Thrift et Avro, utilisent donc différents types d'encodage pour les entiers. Donc la première dimension, c'est est-ce qu'on fait un encodage fixe ou un encodage variable. Donc variable, ça s'appelle aussi VLQ, ce qui est Variable Length Quantity. Donc dépendamment si c'est fixe ou variable, ça change le fonctionnement. Donc si c'est fixe, évidemment, c'est tout le temps 64 bits, tout le temps 32 bits. Si c'est variable, à ce moment-là, il faut réserver 1 bit par octet pour indiquer là, s'il reste des octets ou non à suivre. Et il faut faire un encodage en Little Endian par groupe de 7. Et le deuxième choix, c'est choisir comment on va traiter les chiffres négatifs. Est-ce qu'on va les traiter là, en zigzag ou en complément de 2? Donc si on les traite en zigzag, les chiffres positifs doivent être multipliés par 2. Donc c'est-à-dire faire un déplacement vers la gauche. Et si c'est les chiffres négatifs, il faut faire... il y a une erreur, si c'est moins 2, n, moins 1, ça va multiplier le chiffre, l'absolu du chiffre par 2 et soustraire 1 à ce chiffre-là pour avoir l'encodage zigzag. Et donc, ça c'est l'encodage zigzag qui permet là, de efficacement encoder des petits chiffres négatifs et des petits chiffres positifs. Et complément de 2 ici, donc pour les chiffres positifs, on ne fait aucune modification. Pour les chiffres négatifs, on flippe les bits et on fait plus 1. Donc ici, pour le complément de 2, ça encode les chiffres positifs de façon efficace. Donc particulièrement les gros chiffres positifs vont être efficacement encodés. Pour les chiffres négatifs vont tout être encodés de façon inefficace dans la deuxième moitié là, de notre espace de chiffres. Et voilà. Donc ici, quelques questions là, qui vous permettent de comparer là, donc, de façon mathématique là, les différents types d'encodage. Donc, plus particulièrement, ce qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce qu'on est capable d'encoder avec un octet ou 2 octets en zigzag ou en complément de 2, en variable versus fixe, ok? Parce qu'en variable, c'est mieux d'encoder, le mieux qu'on peut encoder avec un octet, c'est 7 bits, alors qu'en fixe, si on avait un fixe 8, ce serait 8, les 8 octets seraient, en fixe 8, les 8 bits seraient encodés, seraient utilisés pour l'entier. Donc si on tombe dans des situations où on ne rentre pas de façon propre dans des groupes de 7 bits à la fois, peut-être que ça vaut la peine de considérer quelque chose d'autre. Et donc, c'est ça. Et donc ici, je vous donne un peu là, quelques questions là, que vous pouvez, là, de discussion que vous pouvez poser là, sur l'encodage. Okay, donc non seulement l'encodage là, de protocole buffer, mais les encodages qu'on a vus la semaine passée en termes de XDR, ESN1, XML, JSON, base58. Okay? Donc c'est tout pour cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, on va parler de la deuxième moitié de notre cours aujourd'hui qui est la messagerie.